Bonjour, vous écoutez le podcast « Il était 4 fois l'entrée des coulisses », un podcast produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses et les secrets des artistes, vous êtes au bon endroit. À travers les expériences de notre petite troupe, nous allons vous raconter presque tout ce qui se passe avant la scène et donner la parole à des artistes de tout horizon. Je suis Isabelle de la Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. D'abord, je voudrais te remercier parce que ça me fait très plaisir de participer à ton projet de podcast. Je trouve que c'est une belle initiative. J'adore parler des process, donner les petits secrets. Il n'y a aucune honte ou aucune gêne. Il n'y a pas les artistes ou je sais pas quoi, ceux qui créent à côté, puis qui sont on est tous dans le même monde, dans le même bateau, donc j'aime bien partager. La voix que vous venez d'entendre est celle de Romain Lefrançois. Nous ouvrirons la seconde porte des coulisses sur son univers créatif, frais et sensible. La première porte des coulisses s'ouvrira sur les ateliers de théâtre gestuel. La Danse des mots en propose ponctuellement, nous allons vous en révéler les dessous. C'est quoi exactement, comment on les prépare, et vous entendrez aussi des témoignages de stagiaires. Et pour conclure, quelques mots dansés au creux des oreilles, un texte gourmand par Magali Godin de la Danse des mots. Vous allez avoir une envie folle de croquer. Chut, surprise. Allez zou, en coulisses. Quand nos élèves apprennent qu'un de leurs cours de théâtre sera consacré au théâtre gestuel, que pendant un moment nous avons appelé danse-expression, voici comment ils réagissent. J'ai complètement oublié qu'on faisait ça aujourd'hui, sinon je pense que je ne serais pas venue. Voilà. Oui. J'étais pas certain d'apprécier vraiment véritablement la danse-expression. Alors, on ne peut pas dire que leur réaction soit débordante d'enthousiasme. Le théâtre gestuel, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Pour résumer, on peut le définir comme étant l'utilisation du corps et du mouvement pour raconter une histoire. Et pour aboutir à cette histoire, à ce récit gestuel, on pioche dans les différentes techniques du mime. On pioche dans la danse contemporaine, dans les différents types de gestes, les gestes du quotidien, les gestes professionnels par exemple, et aussi dans notre vocabulaire personnel. Je veux dire par là dans nos gestes qui nous sont caractéristiques. Dans notre petite compagnie, le geste, ça nous parle. Guy Chouraki s'est intéressé à la commedia dell'arte, Dominique Contestin vient de suivre un stage de clown, Magali Godin pratique le tango et j'ai moi-même longtemps pratiqué la danse contemporaine. Alors, très vite, en plus des ateliers de théâtre, nous avons mis en place des ateliers ponctuels de théâtre gestuel. Ponctuels parce qu'ils ne sont pas réguliers. Nous les proposons quand nous pouvons au fil de l'année. Et au départ, ils ne s'appelaient pas théâtre gestuel. On a eu du mal à trouver un nom qui puisse parler à des stagiaires. Donc, on avait trouvé le terme de danse-expression. Et l'idée, c'est d'apporter un outil supplémentaire à nos élèves pour prendre conscience du corps sur scène. Parce que pour les débutants au théâtre, le théâtre est souvent envisagé comme un art de la parole, simplement. Or, le théâtre, c'est aussi un art gestuel, incarné. Le metteur en scène Claude Régis disait « La parole, c'est d'abord un corps ». Et ce travail sur le corps est loin d'être anodin. Il met en jeu beaucoup de soi. C'est là que l'on se rend compte que la voix, le corps et l'âme sont intimement reliés. Je vous invite à écouter Daniel qui s'exprime à ce sujet à l'issue d'un de nos ateliers de théâtre gestuel.
Moi, je suis complètement déconnectée de mon corps. Donc, c'est pas anodin ce qu'on a fait là. Je m'attends à des transformations dans les jours qui viennent parce que j'ai été étonnée qu'ils répondent présent. Du tout, c'est comme si je l'utilisais tout le temps de mon corps, comme si j'étais en conversation avec ce qui m'a étonnée. Alors, la trame des ateliers est prête depuis bien longtemps, mais elle est sans cesse réactualisée au gré des connaissances acquises au cours de mes lectures, de mes formations et de ma pratique personnelle. Concrètement, on débute toujours par une phase de relaxation, qui est très appréciée en général, puis un travail sur l'ancrage au sol, suivi de quelques exercices issus de la technique d'Étienne Decroux. Ces exercices sont ludiques, ils sont accessibles à tout le monde, mais c'est vrai que pour certaines personnes peu habituées justement à dialoguer avec leur corps, comme le racontait Daniel, ce passage peut être déjà un premier petit défi. Alors du coup, en général, c'est là qu'intervient la pause, qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Et puis, dans la seconde partie de l'atelier, je guide les stagiaires vers la création de phrases gestuelles que l'on va coudre entre elles, c'est-à-dire que l'on va y trouver une fluidité pour passer de l'une à l'autre. Et puis, on va travailler sur le rythme, sur les pauses, sur l'exagération, la lenteur, la répétition des gestes. Et sur ce travail, j'accompagne tout le monde individuellement. C'est-à-dire que je passe de l'un à l'autre, je pose mon regard sur ce qui est proposé et j'oriente sur un changement, sur un point à retravailler. C'est très individuel et du coup pour moi ça demande une très très forte attention, beaucoup d'écoute. Et puis au bout du compte, chacune aboutit à la création d'un solo qui lui est très personnel. Et en général, on entend plutôt ceci à la fin de l'atelier. Enfin, ce dont je suis certain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que l'intonation, il y a toute cette partie non-verbale qui est très importante dans le théâtre et dans la façon de jouer. Et c'est vrai que ça m'a, là, à chaud, ça m'a permis de montrer justement l'importance du geste et tout ce qui accompagne le non-verbal, comment on fait passer un message de manière non-verbale. Donc, vraiment intéressé, enfin, vraiment contente. Agréablement surpris du coup. Surpris et content de ce cours. Alors au début du cours, quand tu nous as exposé ce qu'on allait faire, je me suis dit oh là là. et j'avoue grâce à la progression du cours, donc les explications que tu nous as données, et puis aussi grâce à ton immense bienveillance que j'ai appréciée tout au long de la session, ça m'a permis d'y aller, d'aller jusqu'au bout, chose que je n'aurais pas imaginée en début de cours. Et donc au-delà de tout ça, j'ai vraiment apprécié le travail, j'ai beaucoup apprécié tous les retours que tu as pu nous faire, à la fois bienveillants mais aussi tellement pertinents. Ce que tu as montré sur comment transformer un geste qui au début, pour David par exemple, un geste qui au début est vraiment un geste comme ça, en ça, j'ai trouvé ça merveilleux en fait. C'est-à-dire que ça transforme. C'est ce dont tu nous parlais en début de cours. Oui. Donc, voilà. Pour moi, c'était très concret ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup David et surtout merci beaucoup à Margot pour ce retour si élogieux, ça fait vraiment plaisir. Alors si tout ce que je viens de vous raconter sur le théâtre gestuel et nos ateliers vous semble flou, restez connectés sur notre site et nos réseaux sociaux pour vous inscrire au prochain atelier de théâtre gestuel. Je vous y attends. Le geste et le mouvement sont loin d'être inconnus à Romain Lefrançois. Je vous emmène à la découverte de cet artiste ex du groupe Solex, un monsieur artiste dans l'âme, musicien, compositeur, interprète, un peu acteur, etc., etc. Il nous raconte toutes ses cordes à son arc et plus encore. Je
m'appelle Romain Lefrançois et je suis auteur, musicien et interprète. Romain, est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où tu composes ? Le lieu où je compose le plus, c'est très difficile parce que c'est vraiment variable, mais actuellement, je dirais que c'est mon bureau. Et mon bureau, c'est une petite pièce qui fait 3 mètres de long par 2 mètres de large, que j'ai rebricolé moi-même. Il y a de la toile de jute jaune, il y a de la peinture or et rouge derrière, qui fait penser un petit peu au drapeau de l'Espagne. Il y a un bureau en pin que j'ai bricolé à base de palettes, sur lequel j'ai posé mes claviers, mes enceintes, mes cartes son. Ça, c'est pour la partie musicale. Et souvent, je fais table rase de tout ça et je mets que du papier et des crayons. Et je regarde la fenêtre qui se trouve devant moi, sur lequel, à travers laquelle je vois un potager, mon potager. Et il y a en ce moment, puisque nous sommes au printemps, des mésanges charbonnières qui viennent avec des couples de petits moineaux. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir musicien, avant de te professionnaliser en tant que musicien ? J'ai eu une petite expérience à la Défense, à Cergy. En fait, avant de me lancer à corps et âme dans la musique, j'ai fait des études, que ça marchait plutôt bien et j'avais peut-être peur je ne savais pas que je voulais me lancer dans la musique, je pense. Et puis on m'a dit voilà, va au bout de tes capacités. Donc j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé quelques années, 2-3 ans. J'ai fait mes stages dans des grosses boîtes, donc j'ai vu que je ne voulais pas faire. Et j'aurais pu vraiment rester dans ce moule-là, mais je ne m'y sentais pas à ma place. Enfin, j'aurais pu être à ma place, mais au fond de moi-même, je savais que j'étais en train de me trahir. Donc très tôt, alors que tous mes camarades, tout mon entourage était parti dans cette voie-là, j'ai pris le chemin artistique, quoi. Bon, après, comme j'avais le fait d'avoir fait ces études-là, ça m'a permis quand même, je me rends compte maintenant de savoir poser les données, d'analyser, de dire voilà, j'ai un projet, c'est quoi mon objectif, je veux aller là et comment je peux faire et du coup de pas avoir peur du travail que ça représente, quoi, d'y aller, me plonger dans l'inconnu en me disant bon, allez, t'es pas plus bête qu'un autre, vas-y, quoi. Alors du coup, d'où est venu le déclic ? Ça a été assez progressif, mais d'abord j'ai toujours été en fait, à la rigueur, dans les études que j'ai faites, je suis allé plutôt du côté marketing parce que ce qui m'intéressait c'était éventuellement je me rêvais de travailler avec des agences de créa, de publicité, parce que finalement c'était quand même ma fibre artistique qui voulait s'exprimer. Et puis au bout d'un moment en fait, et puis à une fin de stage, on m'a dit t'es très bon, t'es super créatif, mais t'es pas très bon en analyse. Il faudrait que tu développes ce truc-là. Et comme moi, je suis assez, j'aime bien les challenges. Je me suis dit bon, ok, je vais prendre un premier boulot en analyse de données de marché. Et donc, je faisais des études de marché. J'avais des clients dans le papier toilette, dans les bonbons, dans le pâté, dans les pneus. Et j'analysais les chiffres, j'analysais tout ça. J'étais devenu assez bon là-dedans parce que j'avais trouvé ma façon de faire créative en fait dans mon rendu. Mais à côté de ça, en fait, je continuais d'écrire des chansons sur ma vie, sur d'autres choses, des émotions. À partir du moment où je me suis dit, dès que je vais dans le métro, dès que je rentre chez moi, ou même au boulot, je commençais à continuer à réécrire des chansons, à penser qu'à ça. Un été, après, en retour des vacances, je discutais avec un copain, il m'a dit, mais vas-y, lance-toi. Et ça a été un peu ce déclic-là, je me souviens, c'était dans un train. Entre Belle-Île et Paris et je me suis dit ok, je plaque tout et j'y vais parce que sinon dans 10 ans j'y suis encore et je vais regretter de ne pas avoir essayé de vivre ma vie. Et là tu regrettes pas du coup? Et là je regrette pas, je sais exactement tous les sacrifices que ça a demandé, mais je vois surtout qu'en fait, par rapport à ce que je voulais faire, je suis dans mes pompes, en fait. Je suis pas à côté de mes pompes. Et mine de rien, 10
10 ans plus tard, c'est un peu triste, mais j'ai vu des copains se sentir être passés à côté de quelque chose. Alors ils changent maintenant, mais le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est une amie qui m'a dit, mais tu as eu raison de vivre ce que tu voulais faire, ton rêve depuis le départ, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est une chance parce que j'ai su ce que je voulais faire. Je pense que c'est un grand malheur de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Donc, tu t'es toujours senti artiste, en fait? Je crois que j'ai compris qu'il y a... Alors, on a tous une fibre artistique de créateur en nous. Et pour le coup, j'en suis vraiment persuadé. C'est pas du tout un prêt-à-penser en disant ça, parce que à côté de ça, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des publics très divers. Que ce soit des enfants, donc les enfants ont un potentiel créatif très développé. Enfin, ça paraît, tout le monde est assez clair là-dessus. Mais aussi avec des adultes qui ont eu des vies très difficiles. J'ai fait des ateliers en prison, en maison d'arrêt, de nombreuses fois. Et je m'aperçois qu'en fait, ils ont tous un potentiel poétique, créatif, des idées, et ils le savent pas forcément eux-mêmes. Mais la grande différence, c'est que se sentir artiste est quelque chose qu'on arrive à sentir plus ou moins tôt dans une vie. Et moi, je pense que je l'ai toujours senti. Et ça, je pense que c'est une chance parce que du coup, je voulais pas devenir artiste. Je pense qu'artiste, c'est pas un statut social, on s'en fout de l'artiste. C'est juste une sorte de vision qu'on a ou de capacité à garder les yeux ouverts et à s'émerveiller de ce qui nous entoure, des rencontres qu'on fait et qu'on veut ensuite le traduire avec un matériau, que ce soit l'écriture, la sculpture, le dessin. Mais et ça, c'est une fibre, en fait. Et c'est en soi. C'est en soi. Et on l'a tous, mais plus ou moins développé, plus ou moins inhibé, je pense, en fonction des contextes familiaux, sociaux, historiques, géographiques. Voilà. Est-ce que toi, tu viens d'une famille d'artistes? Quelqu'un était profondément artiste dans ta proche famille? Aucun n'a eu à exercer un métier d'artiste, mais ma mère et mon père ont tous les deux d'une grande sensibilité artistique. Mon père, je sais qu'il a fait du dessin, il était très mélomane dans certains domaines de la musique. Ma mère était plutôt portée sur l'écriture, la danse, et c'est des choses que, en tant que gamin, j'ai accueillies et qui m'ont façonné, en fait. On s'invente pas, on ne naît pas de nulle part, évidemment. Enfin, voilà, on est forcément le mélange de ces deux choses. Et si on les accepte, ça peut faire un mélange un peu unique, quoi. Et chacun, voilà. En tout cas, cette question de se sentir artiste, d'être artiste, etc., c'est vraiment une question dont on pourrait parler très très longtemps et qui est super intéressante. Mais on va pas le faire aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres cordes à ton arc? Est-ce que tu pratiques d'autres arts? De base, je suis quelqu'un d'assez curieux quand même, comme énormément d'artistes. Je pense que l'artiste, avant tout, ce qu'il aime, c'est découvrir et créer, enfin, faire naître quelque chose de toute pièce. Donc, oui, j'ai plein de cordes à mon arc. Elles sont de longueurs différentes, de matières différentes, plus ou moins expérimentées, mais j'ai longtemps hésité entre notamment le dessin et la musique quand j'étais jeune. Bien que je n'ai jamais pris de cours de dessin, mais c'est vraiment un domaine que j'ai beaucoup étudié en autodidacte, grâce à mes parents, aussi mon père qui était très féru d'expos et qui m'a emmené un petit peu partout. J'ai eu la chance de voir des super expos. Et puis j'avais ce coup de crayon, donc ça m'a beaucoup aidé parce que pour mener des projets artistiques, ça m'a donné un goût déjà pour la photo, pour le sens de la composition. J'ai fait toutes mes pochettes de disques comme ça. J'en ai fait pour des copains aussi. Je continue le destin un petit peu quand l'envie me vient. J'aime beaucoup la danse d'ailleurs à la base. En fait, j'ai fait de la musique parce que je voulais être danseur. J'avais à peu près 6-7 ans. Et je me souviens, donc je vais demander à ma mère d'aller voir la prof de danse de ma sœur en lui disant, bah voilà,
voilà, Romain voudrait faire de la danse. Et elle ne prenait pas de garçon. Donc, je me suis retrouvé dans cette pièce où il y avait toutes ces petites danseuses. Et il y avait un piano. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, Eh oui. je vais me mettre au piano. Finalement, je n'ai jamais accompagné de danseuse, mais je me suis mis au piano. Voilà. Le chant, d'ailleurs, aussi. Hein. Le chant et la musique, globalement, le premier instinct, pour moi, il est rythmique. Il passe par le corps. Il passe par... une émotion, une onde qui traverse le corps et qui soit le perturbe, soit le met en branle, soit voilà, pour moi, musique, écriture, création, c'est très, très lié au mouvement. Voilà. Oui, et ça nous parle vraiment beaucoup, beaucoup à la danse des mots. Pour changer un peu de question, en fait, c'est une question rituelle que je vais te poser, une question rituelle dans ce podcast. Comment tu décrirais ta musique ? Oui, alors ma musique, d'abord ma musique, je trouve que j'ai du mal à dire ma musique, mais ça serait plutôt mes musiques ou mes chansons, puisqu'elles sont assez diverses. Alors, intimement, elle est kaléidoscopique, c'est-à dire qu'il y a plein d'influences. On me classe souvent dans la chanson parce que j'aime bien l'écriture et qu'il y a une chanson à texte, il y a un texte qui veut dire quelque chose, qui soit raconte une histoire, soit est basé sur quelque chose un sentiment un peu poétique. Ça peut être parfois réaliste, effectivement, type Benabar mais ceux qui m'ont inspiré d'ailleurs Benabar est un de ceux qui m'ont influencé, m'ont fait croire que je pouvais écrire vraiment des chansons. J'avais 18 puis 20 ans, je pense, quand Benabar sortait Joyeux anniversaire, tout cet album-là. Et je me suis dit, ok, moi je vais me lancer aussi là-dedans. Mais maintenant, actuellement, ma musique a un petit peu évolué. C'est-à-dire que la partie réaliste est beaucoup exploitée sur Solex. Solex, ça a été 10 années d'expérimentation et de recherche de recherche artistique. À la fois dans la création, à la fois dans la gestion d'un projet artistique. J'ai dû du coup me structurer, créer un label et ainsi de suite. Et maintenant ma musique a évolué aussi parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai découvert un peu tardivement Mathieu Bogers, parce que j'ai été très influencé par Catherine ces dernières années, parce que je suis revenu à des rythmiques un peu latines et aux musiques des années 70. Et j'en suis revenu, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter Solex pour développer un nouveau projet qui correspondait plus à mon état d'esprit, à mon état d'âme actuel, et avec le musicien avec qui je lance le projet, avec Olivier. Donc maintenant, ma chanson est assez intimiste, elle est moins rock'n'roll que Solex, même si le rock'n'roll, on peut penser à l'esthétique, mais c'est aussi un état d'âme, je pense. On peut s'appeler Barbara, pour moi, et rock'n'roll. C'est une femme rock'n'roll. Brassens aussi, avec son côté, même si c'est un côté pépère, il est rock'n'roll dans sa vie. Mais maintenant, ma musique serait plus fondée sur le retour au clavier, à des choses analogiques, du concret, et pas des petits ordinateurs, voilà. Ce besoin de repartir sur des vieilles boîtes à rythme que je bidouille, le côté do it yourself, un petit peu de refabriquer les choses. Donc mes musiques seraient sur ça, et je pense qu'aussi au niveau de l'écriture, il y a quelque chose qui a beaucoup bougé. Que je suis allé travailler dans des ateliers avec Claude Lemel pour l'écriture, et puis j'ai rencontré d'autres auteurs, et les écouter leurs textes, ça m'a influencé vers quelque chose que je ne m'autorisais pas, qui était simplement la mélodie des mots, la poésie. Et pas forcément, la chanson n'est pas qu'une histoire, voilà. Et donc, je me suis laissé aller à de l'écriture presque un peu automatique pour libérer des choses. Mm-hmm. Et c'est cette libération qui m'a fait découvrir une nouvelle facette encore de l'écriture, que je trouve assez en accord avec moi-même maintenant sur Appelez-moi François. J'ai très envie de pouvoir d'ailleurs sortir ce projet-là. On est à l'étape de studio, on a enregistré des chansons, et on crée des clips, on crée du contenu, et puis quand on sera, il y en a déjà pas mal, mais quand on est en train d'organiser la sortie de
de cette nouvelle période. Pour moi, c'est une nouvelle période artistique. Solex, ça a été 10 années d'une première période et j'ai l'impression d'entamer une nouvelle période. Et je trouve ça très bien parce qu'il faut pas être amoureux de ses projets et de son passé et c'est bien de se remonter sur le vélo, se réinventer, se bousculer et ça me plaît bien. Alors Romain, dans tes chansons, tu chantes en français. Est-ce que tu serais attiré pour chanter dans d'autres langues, dans des langues étrangères, anglais, espagnol ou d'autres langues? Ça m'attire parce que ça m'attire, oui, parce que au départ, quand j'ai écrit, j'écrivais un peu en anglais avec un copain qui lui écrivait très bien parce que sa mère était américaine. Mais quand je me suis mis à chanter et à enregistrer un petit peu en anglais, j'ai vraiment un accent de vache espagnol, donc ça marche pas du tout. Et l'espagnol, j'adore ça. J'en mets de temps en temps. J'en ai mis dans certaines des chansons de Solex. Sinon que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de partir avec maintenant ma femme, mais à l'époque quand on était simplement étudiant au Mexique. On a vécu 6 mois là-bas et voilà. De toute façon, j'écoutais déjà beaucoup ça. J'écoutais beaucoup de la Mano Negra ou des chansons Atahualpa Yupanqui, par exemple, que un prof d'espagnol m'avait fait découvrir. Je crois que c'était en 4e, quelque chose comme ça. Et j'aimerais beaucoup, mais je crois que j'assume pas encore le fait de pouvoir le chanter avec un accent français. Voilà. Pour l'instant, je me dis, ceux qui ont un meilleur accent, qu'ils le fassent, c'est très bien. Voilà, je le laisse. Mais peut-être que je ferai un petit peu comme... D'ailleurs, j'ai adoré cette démarche-là. Mathieu Bogart, là, il n'y a pas longtemps, il a sorti un album où on l'entend « Excuse me, mister ». Il chante avec un accent au couteau en français, en anglais. Oui. Et ça a un charme de dingue. Et donc, peut-être, voilà, je ne suis pas encore prêt, mais ça me plairait bien. Ok, bon on attend d'entendre ça. En attendant, je voulais te parler un petit peu très brièvement de tes clips qui sont toujours très esthétiques, très bien réalisés. Est-ce que tu t'impliques toi-même dans l'écriture et la réalisation de tes clips? Alors pour les clips, j'ai toujours été dans l'écriture du clip. Et j'ai toujours écrit en co-réalisation avec le réalisateur. C'est-à-dire que j'apportais souvent des idées de base et ensuite c'était une écriture à 4 mains sur le scénario, sur les accessoires, sur l'histoire. Et puis quand ça dépassait mes compétences, évidemment, voilà, je passe le relais parce que voilà, il faut savoir le faire. Mais c'est vrai que comme je suis aussi très pas un bourreau de travail, mais j'adore vraiment bosser, j'adore mon métier. Quand il a fallu faire le site internet, je me suis mis à apprendre à faire un site internet et puis allons-y, on met les mains dans le cambouis. Voilà, donc c'est un peu vrai pour tout parce que à partir du moment où c'est la création, c'est excitant quoi. C'est que ce soit de la réalisation, du site internet, faire une affiche, écrire une chanson évidemment. Voilà. Alors dans tout parcours artistique, il y a toujours des personnes marquantes, ces fameuses personnes qui ont aidé, qui ont guidé, qui ont donné le bon coup de pouce au bon moment. Est-ce que toi aussi tu as des personnes marquantes dans ton parcours artistique? Ça c'est quelque chose de très très difficile parce que j'en ai plein en fait qui me viennent à l'esprit. T'es pas obligé de choisir. De là à les mettre entre guillemets sur un petit podium. Après, en plus c'est des gens souvent de l'ombre. C'est des gens de l'ombre qui adorent les artistes qui développent des projets, qui s'investissent, qui galèrent. Mais j'ai rencontré au réseau 94 Maët. Je suis toujours en contact avec elle. Bien sûr. Parce que c'est vraiment, ça a été une bouffée d'oxygène dans la gestion de projet, dans la confiance aussi dans ces projets-là, dans l'écoute. Elle a suivi toutes les étapes, premier album, deuxième album, les doutes, l'arrêt du projet, le nouveau projet. Elle m'a embarqué, grâce à elle, dans les ateliers à Fleury-Mérogis, d'écriture de prison. C'est vraiment une personne d'une grande générosité qui continue d'ailleurs d'être dans cette générosité et qui n'est pas que autour de la musique. Elle
elle apporte plein de questionnements autour de l'être humain, du sens de chaque chose que l'on fait. Je pense que Effectivement, oui, je comprends. je crois que c'est la première qui m'est venue en tête. Maët Charles, c'est vraiment une personne très précieuse pour moi, vraiment qui. Et j'espère encore qu'on va continuer à travailler, se croiser. Elle a toujours des milliards de projets sur les abeilles, sur des dômes géodésiques à fabriquer. C'est vraiment une personne. Je pense que ça serait elle. Après, il y en a d'autres qui m'ont beaucoup influencé. J'ai eu la chance, j'ai croisé par exemple Souchon un moment. On a discuté. Il m'a dit deux, trois trucs sur ce qu'il nous avait vu en concert sur un projet où j'accompagnais une chanteuse. Il m'a donné deux, trois trucs. Ça m'a vachement impressionné. Après, il y avait aussi au tout début, mais on n'a jamais travaillé ensemble, mais on aurait dû. Mais après, en fait, il est décédé. C'était René Hamelin, c'était le directeur des studios Ferber. On avait gagné un concours avec Solex. On devait enregistrer 2 titres avec lui. On a un peu traîné parce qu'on cherchait encore un peu notre patte, mais il nous a donné plein de conseils qui me restent en tête pour encore actuellement. Et on n'a pas pu travailler ensemble parce que malheureusement, il est parti d'un cancer de la gorge. Voilà. Donc, lui aussi, ça m'a marqué. Voilà. Et évidemment, il y a les ateliers de Claude Lemel. J'avais besoin à l'époque, ça c'était au niveau de l'écriture, de rencontrer d'autres auteurs. Et je suis tombé sur ces ateliers. Je le connaissais en tant qu'auteur, mais je ne savais pas qu'il faisait ces ateliers-là. Et j'ai trouvé sa démarche d'une grande générosité, très bienveillante. J'y ai appris beaucoup de choses, à la fois techniques évidemment, mais une ouverture sur des textes, sur des auteurs que je ne connaissais pas. Et le fait de nous rencontrer entre nous. Et ça, je le remercie. Voilà, je crains toujours en fait le jour où j'apprendrai son départ. Ça me hante. À la fin dans le podcast, à la fin de ta rubrique, Oui. Si tu m'y autorises, j'aimerais bien passer une de tes chansons. Ce que j'aimerais te demander, c'est quelle chanson tu choisirais, toi? Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, qui ne sait pas ce que tu fais en chanson, laquelle tu aimerais qu'il entende de toi pour la première fois? Ah. Je pense que, en fait, j'en ai 3 en tête. Je te dis les 3. Oui. Alors, la première, ça serait une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Coquillage et Nutella. J'ai pu en faire un clip là-dessus, j'ai eu la chance. C'est drôle, c'est celle que je préfère. C'est vraiment celle-ci, en fait, et je retrouve, c'est une chanson que j'aurais pu sortir avec Appelez-moi François dans le nouveau projet parce il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'intimité, de la poésie que je n'assumais pas, mais que maintenant, qui est plus dans qui je suis, voilà. Il y aurait la chanson Sarah que j'aime beaucoup parce que Sarah, ça parle de ma sœur et c'est une des premières chansons écrites, voilà, pour elle, pour ma famille, parce qu'on commence par écrire pour ses proches en fait, je pense. Et il y en a une que j'aime beaucoup parce que je vais avoir du mal à pas la jouer avec Appelez-moi François, mais c'est la chanson Pobre Gaucho, qui est avec de l'espagnol dedans. Mais mais j'ai une préférence pour la deuxième version qu'on a faite en duo avec Olivier. On a fait une petite vidéo sur YouTube. On la trouve pas sur Spotify, enfin sur les plateformes et tout ça. On la trouve que sur YouTube sous forme un peu de clip. Et elle a ce côté rock que je voulais dès le départ. C'est-à-dire quand on l'a enregistrée sur l'album, elle a un côté très espagnol, très très joli, mais on n'avait pas les moyens d'aller au bout de notre idée, donc voilà, ça serait Pobre Gaucho, mais version la deuxième version. Je la veux grande et distinguée, pas forcément sophistiquée, aimant les balades sur la plage, les gaufres au sucre, les coquillages. Je la veux mignonne et gentille, intelligente et pas trop chiante,
et bambuler au bord de l'eau et s'enfiler quelques bulots. Mais pour l'instant, je passe mes soirées sur le net à dériver hors du filet comme un poisson sans hameçon. Et pour l'instant, je passe mes soirées devant l'écran comme une goutte d'eau perdue dans l'océan. Je le veux grand et distingué, pas forcément très baraqué, aimant les falaises d'Étretat, la pêche au crabe, le Nutella. Je le veux tendre, attentionné, intelligent, pas trop bavard, aimant buller au bord de l'eau, en écrasant les coquillages. Mais pour l'instant, je passe mes soirées sur le net, à dériver hors du filet, comme un poisson sans hameçon. Et pour l'instant, je passe mes soirées devant l'écran, comme une goutte d'eau perdue dans l'océan. Da, 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 et pour l'instant. Merci beaucoup Romain pour cette chanson que moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer cet épisode, eh bien forcément ça s'impose, une pause chocolatée. Quelques mots dansés au creux de l'oreille avec Magali Gaudin de la danse des mots. Chocolat, et oui, chocolat de Johanne Harris. Je connais les friandises préférées de chacun. C'est un don. Un secret professionnel, comme une diseuse de bonne aventure lisant les lignes de la main. Ma mère se serait moquée de ce gaspillage de mes talents, mais je n'ai nulle envie de sonder davantage la vie de ces gens. Je ne veux pas de leurs secrets ni de leurs pensées les plus intimes. Je ne veux pas non plus de leurs angoisses ni de leur gratitude. Une alchimiste timorée. Voilà de quoi ma mère m'aurait qualifié avec un mépris bienveillant, à exercer ainsi une magie domestique quand j'aurais pu accomplir des prodiges. Mais j'aime bien ces gens. J'aime leurs préoccupations aussi dérisoires qu'égocentriques. Je sais lire leurs yeux, leurs bouches, tellement facilement. Celle-ci, avec son soupçon d'amertume, va raffoler de mes zestes d'orange confit. Celle-ci, avec son doux sourire, mes abricots fourrés au cœur si moelleux. Cette petite fille aux cheveux ébouriffés va adorer les mendiants. Cette femme, vive et joyeuse, les noix du Brésil au chocolat. Et pour Guillaume, les Florentins, dégustés avec délicatesse au-dessus d'une soucoupe dans sa maison bien rangée de célibataires. Le goût de Narcisse pour les truffes aux 2 chocolats révèle sa bonté de cœur sous son extérieur bourru. Caroline Clermont rêvera cette nuit de caramel mou et elle se réveillera affamée et de mauvaise humeur. Quant aux enfants, des copeaux de chocolat, des pastilles de chocolat blanc ornées de vermicelles de couleur, des pains d'épices à bordure dorée, des fruits confits dans leur nid de papier plissé, des pralines, des rochers, des craquelins, des assortiments de débris dans des boîtes d'1 demi-kilo. Je vends des rêves, de menues consolations, d'exquises tentations inoffensives, pour qu'une multitude de saints dégringolent de leur piédestal et viennent se fracasser au milieu des noisettes et des nougatines. Et voilà, c'est terminé pour ce dimanche. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le commenter, de le partager à votre entourage. Aidez-nous à grandir. Cela nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là, ça fait peut-être un peu trop de beaucoup. Attends, je recommence. N'hésitez pas à le partager, cela nous aidera à grandir. C'est mieux, non ?
pour continuer à faire ce que nous aimons faire. Ce podcast, bien sûr, mais la création de spectacles, la mise en place d'ateliers de théâtre gestuel, Ah. Bon, on la refait, ça sera mieux. C'est parti. Cela nous aidera beaucoup pour continuer ce podcast bien sûr, mais aussi continuer la création de nos spectacles, proposer des ateliers de théâtre gestuel, des ateliers de théâtre adultes débutants. Je vais peut-être m'arrêter là. Je suis pas en forme aujourd'hui, hein, oh là là. Rendez-vous dans 15 jours et en attendant, on referme la porte des coulisses.